le président de l'EPIS, c'est François Lozère, qui va parler un peu de l'EPIS, des raisons pour lesquelles nous sommes là. Et ensuite, maintenant, après la cérémonie protocolaire, nous allons aller en pause café pour revenir après échanger un peu sur les communications en plénière. Nous avons deux plénières ce matin et l'après-midi, nous aurons deux ateliers, un atelier ici et l'autre atelier juste à côté. Alors, avant peut-être de donner la parole, je voudrais quand même saluer la présence de tous nos invités qui sont là. Il y a nos collègues du département de sociologie qui sont partie prenante de ce projet, représenté par M. Dia, qui est le chef de département. Nous avons également le Grève, qui est représenté par Rosalie, donc la grande Rosalie, qui nous a gratifié la dernière fois d'une très bonne communication sur l'interculturalité qui fait face à certains défis. Donc, ça a été fait au niveau de l'université. Saluer également la présence de tous les collègues de l'RTC qui sont là, qui sont devant. Donc, la comptable matière est là, le responsable du service médico-social est là, donc notre Banque mondiale, la gestionnaire, elle est là. Nous avons également nos anciens collègues qui sont là, M. Boy. Nous avons également des collègues qui nous viennent des organisations non gouvernementales. Saluer également la présence de toutes les délégations venant de la France, de la Belgique, mais également de la RDC, du Burundi, du Rwanda, pour ne pas citer, qui sont tous là. Saluer également la présence des étudiants également qui sont là. Et aussi nos amis du Gabon qui sont là depuis quelques mois, qui sont en train également de subir une formation au niveau de l'École nationale des travaux spécialisés. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans cette école qui constitue un creuset de savoir, un creuset de recherche et de réflexion. Et nous nous sommes embarqués dans ce projet-là pour la première fois entrer dans les activités de l'EPIS. Et je pense que ça va continuer parce que nous avons deux enseignants qui sont là, qui vont prendre le flambeau, parce que pratiquement nous sommes de la vieille garde, nous partir et nous avons demandé à ce que les collègues soient là et les étudiants pour quand même intégrer cette structure-là. En tout cas, merci vraiment de la présence, c'est-à-dire tout le monde. Donc, voilà, je suis M. Mo, directeur des études et des stages de l'École nationale des travaux sociaux spécialisés. Donc, comme mon patron est là, je n'ai pas voulu me présenter administrativement, parce que c'est lui qui va parler au nom quand même de notre institution. Voilà, merci à tout le monde. Merci véritablement de votre présence. Alors, à présent, je donne la parole à notre directeur. Je vous demande d'applaudir très fort. Le directeur de l'École nationale des travaux spécialisés, c'est vrai que nous avons rejoint les plus tardivement avec certaines conditions, mais malgré tout ça, il a compris que c'est une opportunité pour l'école, parce que c'est une institution. Vraiment, il a saisi sur l'occasion pour accepter quand même qu'on s'embarque dans ce beau projet. Donc, vraiment, après, il a donné une oreille attentive. C'est montrer également, signaler que nous avons au niveau de l'école également pour les rapports désignés pour la plénière, nos deux étudiants qui sont là, qui vont prendre un peu le rapport de la plénière. Les ateliers également, nous avons également désigné des collègues qui vont également prendre les rapports pour vous aider. Maintenant, pour les photos, la charge de communication de l'EPIS est là. Normalement, on devait demander à chacun vraiment de donner l'autorisation, mais comme vous êtes des gens très ouverts et très accueillants, donc déjà, à leur nom, je pense que tout le monde est d'accord pour que vous preniez des photos. Merci. Monsieur le président, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier M. Abdoulaye, le directeur des études et des stages, puisque c'est lui qui est toujours en contact avec les partenaires. En tout cas, c'est lui qui est l'artisan. Au niveau de notre école, c'est l'artisan de cette rencontre, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Bien. Aujourd'hui, on me demande de porter la casquette du représentant du ministre qui devait être là, mais peut-être il sera là avant la fin. Mais en tant que directeur de l'INTSS, je tenais à vous dire ceci, que c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, à l'occasion de ce colloque qui tourne autour des concepts d'interculturalité et de migration, et qui est organisé par l'EFRIS,
Un colloque qui s'inscrit dans une dynamique de partage et d'échange autour des pratiques et des enjeux liés au travail social. Les migrations et l'interculturalité ne sont pas seulement des réalités géographiques, ce sont également des dynamiques sociales qui influencent nos vies, nos cultures et nos systèmes de solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous interroger sur notre rôle en tant que travailleurs sociaux, d'une manière générale en tant que professionnels du social, face à ces défis. Comment pouvons-nous promouvoir la compréhension mutuelle, le respect des différences et l'inclusion dans un monde en constante évolution? Ce colloque représente une occasion unique de partager nos expériences, nos recherches et nos pratiques. Nous avons le privilège d'accueillir des experts internationaux et nationaux qui viendront enrichir nos réflexions et apporter des perspectives novatrices sur la manière dont nous pouvons adapter nos interventions sociales pour répondre aux besoins des populations migrantes et favoriser également un vivre ensemble harmonieux. Aujourd'hui, au programme, nous avons deux communications, dont la première est migration et circulation des médicaments psychotropes au Sénégal. Et cette communication sera faite par Cyril Bassel, doctorat ethos UCAD, Elhaj Malik Kamara, professeur au département de sociologie. L'intérêt de cette conférence, de cette communication réside dans la nécessité de comprendre les dynamiques qui sous-tendent la migration, ainsi que les implications de la circulation des médicaments psychotropes dans notre pays. Au Sénégal, comme dans de nombreuses autres régions du monde, nous faisons face à des défis majeurs liés à la santé mentale, à la sécurité des médicaments et à la protection des populations vulnérables. En tant qu'experts, nous avons la responsabilité d'analyser ces enjeux sous l'angle de la justice sociale et de la protection des droits humains. Nous devons nous interroger sur les moyens d'améliorer l'accès à des soins appropriés et sécurisés tout en prévenant des abus et les dérives. Et cette communication est une occasion de rassembler des experts, des chercheurs et des praticiens de divers horizons pour partager des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques. Et ensemble, nous pouvons développer des solutions innovantes pour répondre à ces défis. La deuxième communication est celle qui sera faite par Abdoulaye Momotombo, conseiller en travail social, directeur des études et des stages à l'ESS. Elle porte sur l'accueil des migrants professionnels dans les différents sites d'orpaillage au Sénégal. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte où les migrations professionnelles sont en plein essor et où il est crucial de réfléchir aux moyens d'intégrer ces nouveaux arrivants dans notre tissu socio-économique. Le sud-est du Sénégal, par la richesse de son sous-sol et de son sol, est devenu un pôle d'attraction pour de nombreux migrants en quête d'opportunités. Cette dynamique pose également des défis significatifs en matière d'accueil, d'intégration et de durabilité. Au cours de cette communication, nous aurons l'opportunité d'échanger des idées, d'explorer de meilleures pratiques et de partager des expériences enrichissantes. Ces deux communications seront suivies de deux ateliers dans l'après-midi. Des ateliers de réflexion et de partage qui permettront à des experts venus de divers horizons de discuter, de partager sur des sujets et des expériences vécues qui vont certainement enrichir tout un chacun. Je tiens à remercier d'avance tous les intervenants, les chercheurs, les acteurs de la société civile et les représentants des institutions qui ont répondu présents pour partager leurs connaissances et leurs expériences.
engagement est essentiel pour faire avancer notre réflexion collective sur cette thématique. Enfin, je souhaite que cette journée soit non seulement un espace de débat, mais aussi un tremplin pour des actions concrètes et durables en faveur d'un accueil digne et respectueux des migrants professionnels dans notre pays. Je souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Voilà, merci donc, monsieur le directeur. Je pense que ce discours nous permet d'avoir une idée exacte de l'agenda même de notre journée ici. Et je pense qu'il nous a même permis de vous donner une idée par anticipation des différentes communications qui seront faites au niveau de cette institution-là. Merci, monsieur le directeur, d'avoir mis en exergue aujourd'hui l'importance des travaux sociaux de façon générale, apporter une réflexion critique sur les migrations qui sont en train non seulement de poser énormément d'effets au niveau des pays de départ, mais également des pays d'arrivée. Et ça nous permet véritablement de nous interroger sur les dynamiques migratoires, les profils, les conséquences de tout ordre qui assaillent un peu nos différents pays. Le deuxième élément, je pense qu'il a dit, donc c'est par rapport à l'interculturalité, je pense qu'avant-hier, on a eu droit à une communication dans ce sens-là en montrant, si on prend l'exemple du Sénégal, tous les éléments, les facteurs qui constituent le ciment de notre vivre ensemble au niveau de notre pays. Et malheureusement, de tous les éléments également sont en train de saper un peu ce vivre ensemble sénégalais. Merci donc, monsieur le directeur, pour cette discussion qui vraiment donne déjà un avant-goût de la journée. Alors, à présent, maintenant, je vais donner la parole au président de l'EPIS, M. François Dozer, qui nous dira quand même un peu c'est quoi l'EPIS, de façon en français facile, comme vous dites de l'autre côté, mais également en disant un peu, si vous voulez, l'esprit dans lequel s'inscrit ce colloque. Je vous demande de l'accueillir avec des applaudissements. Merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde et merci vraiment à toutes et tous d'être venus parce que je crois que c'est une journée qui va être encore magnifique. On en a eu déjà deux, hein, et du coup c'est la troisième. C'était intéressant parce que le premier jour c'était quand même une aventure d'un coup de se retrouver, de réaliser que ça y est, on y était. Et au Sénégal, à Dakar. Et là aujourd'hui, on se rend compte qu'on a déjà une histoire commune, partagée. Et voilà. Donc je vais y revenir, mais avant ça, je voulais quand même encore donner, dire tous les, enfin, formuler tous mes remerciements aux différentes personnes réunies, notamment au directeur de l'NSS qui vient de faire son discours, mais aussi le chef du département de sociologie que nous avons vu il y a 2 jours déjà, et c'est un plaisir de vous revoir. Bien sûr aussi, ça c'est des représentants des trois institutions, hein, qui sont au cœur, au croisement de ce colloque. Et du coup, je profite aussi puisqu'on parle de l'université, de remercier Samba Diouf et puis Eladi Malik Sikamara. Sans eux, on n'aurait pas pu faire ce colloque-là aussi. Et puis, et voilà que nous avons Rosalie Gatessi qui est là, mais il y a aussi Alassane Souleymane Faye qui est, je sais pas, peut-être dans la salle, peut-être qu'il n'a pas pu venir nous joindre aujourd'hui, mais qui était aussi des chevilles ouvrières. Et puis, bien sûr, Abdoulaye Bo, qui ne voulait pas donner son nom avant, mais c'est vraiment une des pierres angulaires finalement de ce colloque. Je tiens aussi à remercier finalement des gens de l'EFRIS, puisqu'il y a un comité qui a été beaucoup plus porteur de ce congrès, enfin de ce colloque. Et donc il y a François Gillet, il y a Aline Bingen, Jean-Yves Goulet, David Ribevic, et puis Marco Fenedori. On pourrait en mettre d'autres, mais déjà, c'est important de pouvoir mettre ces noms-là aussi. C'est pas arrivé comme ça. Et puis, on peut se remercier toutes les associations nationales qui ont porté ce colloque. Sans elles, on n'aurait pas pu y arriver. Donc, c'était vraiment des forces croisées et vraiment, c'est important. Et du coup, cette coproduction de l'EFRIS, c'est non seulement c'est une coproduction, mais ça va assez dans le sens de comment on voit les choses, savoir de retrouver une certaine horizontalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens précieux, des gens plus experts de ci, c'est ça. Oui, bien sûr, il y a des expertises, mais on est tous experts de quelque chose. On l'a vu dans la migration, par exemple, des gens qui ont vécu la migration sont experts d'énormément de choses sur des vécus qu'on n'a pas. Des personnes qui ont un parcours de toxicomanie
ou des personnes qui ont passé par la prison, hein, je vois. Par exemple, bah, c'est des parcours qu'on n'a pas forcément nous vécu, mais qui sont aussi des formes d'expertise. Et il faut surtout pas se dire, oui, mais ça c'est, ah voilà, quand on dit c'est cela ou ceci, c'est les préjugés sociaux qui viennent sur le fait qu'il y a des choses qui sont désirables, il y a des gens désirables et d'autres on peut les mettre de côté, on peut les reléguer. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi de lutter contre les inégalités, c'est vraiment le fondement aussi du travail social. On sait très bien qu'on est dans un monde inégalitaire, avec des rapports de force, des rapports sociaux, mais justement, on essaie d'être cette goutte d'eau pure dans un océan, malheureusement, des fois, qui ressemble des fois au marais. Hein. Mais voilà. Mais comme disait Bobin, l'eau pure, l'eau du marais, c'est encore de l'eau, donc c'est souvent mélangé. Hein. Même dans les familles, parfois, on voit qu'il y a des choses horribles qui se passent, alors que la famille, c'est aussi quelque chose de formidable. Quoi. Donc, c'est toujours comment on réfléchit avec tout ça. Donc, le croisement des savoirs, c'est justement de sortir des préjugés pour essayer de se dire, mais finalement, qui est l'autre, où sommes-nous, comment on arrive un peu à faire le pas de côté. Hein. C'est toujours un petit peu ce que je disais, essayer de s'essayer à l'embarras, parce que quand on ne sait pas, on ne comprend pas, on est embarrassé, on dit, mais ah, bah, c'est justement une émotion vraiment importante parce que c'est là où je vais commencer à poser des questions à l'autre en disant, tu es une énigme pour moi, dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que tu peux dire de toi pour que je comprenne un peu mieux. Hein. Et même pour nous-mêmes, on est des fois des énigmes. Des fois, on s'étonne de ce qu'on fait. Et je crois que c'est aussi là où on se découvre au fil des mois, des années. Voilà. Donc, dans le croisement des savoirs, il y a beaucoup de choses. Et hier matin, j'ai terminé en insistant sur le fait qu'il fallait surtout pas opposer raison et sensibilité. C'est-à-dire que c'est bien par la sensibilité, ben, au travail social, on le sait, par l'empathie, qu'on peut aller vers l'autre. C'est peut-être ça qui nous donnera les indicateurs. Mais c'est pas si simple, je vais y venir. Hein. Mais en tout cas, c'est de sortir du dualisme, parce que nous sommes simplement des êtres incarnés, faits de corps, de tête, de corps. J'ai déjà dit, je le répète, hein, c'est vraiment important. C'est aussi toute la pédagogie active qui dit ça. Donc c'est déjà des auteurs très anciens, j'ai envie de dire, qui nous ont amené sur cette piste, et en même temps une société qui veut toujours priver, toujours diviser. Euh, on est dans des silos, eh ben, essayons de construire des passerelles plutôt que des murs. Hein, c'est bien un peu ça qui est important. Donc, croisement des différentes énergies qui sont en nous, hein, je crois, c'est aussi des croisements d'expériences, de connaissances. Deleuze, il parlait de concepts et de percepts. C'est-à-dire que les percepts, les perceptions, c'est aussi du savoir, mais évidemment qui ne se construit pas la même chose que les concepts. On n'est pas par la raison, mais on est plus par le sensible, mais ça ne vaut pas moins, ça vaut pas moins. Hein, je crois que c'est vraiment important. Et vraiment de revenir sur ce, le croisement des différentes formes de savoir, c'est aussi le croisement culturel. Parce que la culture, c'est mettre beaucoup de choses ensemble, c'est mettre des pratiques, des pensées, des idéologies, des croyances, c'est tout ça. Hein. Et c'est aussi ça qui nous permet d'avoir une sorte de carte du monde. Hein, j'entendais ça hier. Bien sûr, on a tous des cartes du monde, on est porteurs de monde qu'on croit. Hein. Et hier, mon invitation, c'était aussi dire ben, puisque c'est important de partir de l'embarras, mais c'est aussi de trouver des climats de confiance qui soient propices à la réflexion. Et je disais, c'est important de coproduire une ambiance qui soit propice à la rencontre, à la réflexion. Je vous ai quitté là, hier matin, et je reviens un peu sur ce constat, c'est que au fil des jours, là, il y a une ambiance qui se réchauffe. Euh, c'est comme les cailloux, quand on les frotte ensemble, on obtient le feu. Alors nous, c'est le feu de la passion du savoir, le croisement de l'intérêt des autres. Et voilà, et c'est un peu ce que je souhaite. Donc les contacts sont plus libres, on voit les gens commencent à sortir des proches directs, pour aller un peu s'aventurer un peu plus loin. Et du coup, il y a des rencontres, ça parle. Hier soir, ça dansait aussi. Hein, c'était magnifique de voir ça. Ah ben désolé, on ne savait pas. Ah, il manque encore d'informations. On peut encore fermer pour l'information apparemment. En tout cas, l'embarras, d'un coup, il amenait beaucoup plus de croisements et on voit qu'il y a des rencontres, il y a tout ça. Et pour moi, c'est toute la question du gai savoir. Comment on peut aussi, dans le savoir, ça c'était Nietzsche qui parlait du gai savoir, c'est comment on peut le faire avec plaisir aussi. C'est pas que sueur le savoir, c'est aussi la rencontre et le plaisir. Et du coup, pour moi, je voulais juste mettre un accent aujourd'hui sur deux choses. C'était de revenir sur la question d'importance des ambiances
et l'importance de la posture. Parce que hier, je suis entendu beaucoup parler de posture professionnelle, et du coup, ça, c'est des choses qui, évidemment, me titillent depuis des années. Je suis aussi, enfin, je suis donc, hier, au cinéma Empire, la première chose en entrant, on est pris par le lieu. C'est absolument impressionnant. C'était un lieu tellement presque magique, j'ai envie de dire. C'est un peu galvaudé de dire comme ça, mais c'est vrai qu'il était magnifique, quoi. C'est vrai qu'on se sent tout de suite bien. On se dit, il y a des enfants qui viennent, mais c'est, waouh, on a envie d'y être, on a envie d'y rester, on a envie de se poser. C'est d'où l'importance des lieux. Et là, je reviens aussi sur le fait que même dans les lieux professionnels, c'est pas anodin le lieu où l'on, les écoles non plus. Mais là, j'ai juste vous faire part d'une chose, c'est que je supervise une équipe de soignants en psychiatrie pour des jeunes adultes à Genève. Et c'est une intervention communautaire, donc les jeunes viennent, c'est une clinique ouverte, hein. Et c'est, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, quand on voit la psychiatrie, je sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous, c'est généralement le bâtiment, c'est des couloirs blancs, c'est, ouais, ça sent les soins, quoi, c'est aseptisé, les blouses blanches et tout ça. Eh bien, dans ce lieu-là, pourtant, c'est directement lié à l'hôpital universitaire. Et du coup, c'est un projet qui est dans une vieille maison, qui était une ancienne maison de bourgeois, qui a été donnée à l'État. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout en bois. Ça grince, c'est chaleureux, ça donne envie d'y être. Et comme me disait un infirmier, quand on est venu au début de la maison, on s'est dit, mais mon Dieu, il y a un escalier en colimaçon, mais on a des jeunes suicidants, mais ça va pas le faire, on va pas être là. Eh ben, ça fait 12, 13 ans maintenant, 15 ans maintenant qu'ils y sont. Il y a eu un suicide, mais pas du tout dans le lieu. Ça s'est passé ailleurs. Et tous les jeunes qui arrivent, ils disent, mais on se sent pas à l'hôpital, on se sent à la maison, on se sent ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a la maison. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les soignants, ils n'ont pas de blanche. Ah, l'expertise n'a pas besoin d'une carapace. D'un coup, ils sont aussi comme des êtres humains avec leur fragilité, leur vulnérabilité. Ils osent la jouer avec les jeunes en disant, mais c'est ensemble qu'on va essayer. Et du coup, ils vont à la piscine avec les jeunes, ils sont en maillot de bain. Je me rappelle, il y a une infirmière stagiaire, elle m'a dit, mais ça alors, d'aller me mettre en costume de bain avec les patients, ça c'est une expérience, hein. Et eux, ils le vivent et ils l'ont fait. Et ce qui est intéressant, moi j'ai supervisé depuis ouais, une dizaine d'années, et dans le setting, il y a un médecin, parce qu'il y a un médecin, il y a des infirmiers, infirmières, et il y a l'agent technique. L'agent technique, c'est lui qui nettoie les chambres. Et lui, il a un regard, il a une expertise incroyable. Et c'est l'expertise, le seul qui a cette expertise dans la maison, elle est reconnue, et en supervision, on lui donne la parole. Et il vient dire aussi ce que lui il voit, et il a toujours son regard qui dit, oui, vous les infirmiers, je vois bien, mais moi, j'ai vu autre chose. Et c'est aussi un savoir qui est tout à fait précieux parce qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Il voit les chambres où comment ça, elles s'accumulent, et là il dit ah ah, là, infirmière, médecin, je crois que c'est le moment de commencer à vraiment vous faire du souci, ou à vraiment vous alerter. Et c'est vraiment ce regard-là aussi qui est tout à fait complémentaire, important. Et du coup, vous voyez bien que le savoir, c'est aussi une question de posture. C'est comment je m'invite vraiment dans cette posture. Hier, il y avait une question, là, une chercheuse disant, mais c'est quoi comment une posture de recherche éthique? Et pour moi, on est vraiment dans la question de la posture éthique, c'est vraiment de se dire, mais au fond, au-delà de ma fonction, qu'est-ce que je suis en tant que personne? Hein, ça, c'est vraiment important. Et que la personne, quand on s'occupe d'un patient, ben, c'est pas un diagnostic, me disait le médecin, c'est une personne, je dois m'intéresser à son récit. Qu'est-ce que cette personne dit d'elle? Et du coup, de sortir aussi de l'hôpital pour d'un coup de se dire la personne, elle vit dans un contexte. Et c'est pour ça qu'il faut une intervention communautaire, c'est-à-dire que c'est se dire le patient, il vient pas à l'hôpital, ou il vient parce qu'il est en crise, mais dès que la crise est terminée, on va sur la vie où la personne vit. Et c'est pas comment dire, une vie avec un processus ou une procédure déjà toute prédigérée. Non, on la construit. On la construit avec le patient, son récit, on essaie de comprendre du cœur. Et ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Et du coup, je vais aller après plus vite. Du coup, quand on vient de la posture, pour avoir retravaillé sur l'étymologie de posture et autres, dans le dictionnaire, on tombe tout de suite sur le corps. C'est le corps, la posture corporelle. Et du coup, c'est intéressant de voir que, par exemple, toutes les spiritualités
commence toujours par le corps. Si vous regardez les spiritualités, en tout cas indiennes, c'est le yoga, les techniques du corps. C'est comment arriver déjà à simplement savoir comment je fonctionne, comment je me ressens, et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, se connecter à soi, c'est essentiel pour se connecter, pouvoir se connecter à l'autre. Si je suis pas où je suis, où est-ce que je vais, comment je vais être avec l'autre, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, il faut s'accueillir. Alors, on voit bien qu'il y a toute une critique sociologique par rapport au mouvement du développement personnel. Dire oui, mais enfin, ça c'est de l'individualisme encore. Ce qui est important, c'est de reconstruire des collectifs. Et moi, je pense que c'est juste une erreur. Tous les sociologues ne disent pas ça. Aujourd'hui, les sociologues ont vu qu'il y a des émotions existent et puis qu'on peut se connecter et faire du collectif si chacun déjà s'est accueilli, c'est déjà un peu peut-être. Parce que si je ne sais pas comment je réagis aux autres, j'exporte mon problème sur l'autre. Il faut aussi que je puisse accueillir ce que l'autre me fait faire, me fait vivre. Justement, cet embarras dont je parle toujours. Si je suis embarrassé, je peux commencer à devenir un peu plus intelligent dans la relation à l'autre. Et du coup, c'est le je et le nous qui sont entremêlés. On ne peut pas faire ensemble, on ne peut pas faire autrement, quoi. C'est le fameux habitus de Bourdieu qui dit que finalement les structures sociales nous traversent. On ne peut pas faire autrement que d'être, par exemple, quand on parle de rôle genré, homme-femme, c'est que ça veut dire que la société a passé en nous. Je me comporte en tant que femme, je me comporte en tant qu'homme, et c'est pas moi. C'est moi dans une société donnée qui m'a amené à me construire comme ça. Donc, quand on parle de déconstruire, par exemple, la posture de domination ou de masculinité, on est bien en train de se dire, il y a des rapports de pouvoir, mais je peux essayer de les déconstruire en moi d'abord. Mais c'est pas juste le développement personnel, il faut aussi des concepts. Donc, il faut aussi les sciences humaines et sociales. Sans les concepts, on va pas y arriver. Sinon, on est juste dans du nombrilisme, ça risque d'être dans le développement personnel, on peut tomber là-dedans. Donc, c'est important aussi de pouvoir comprendre. Et je reviens toujours, je vois dans les supervisions beaucoup de femmes, notamment, qui disent oui, mais j'ai pas confiance en moi, oui, je me sens pas légitime. Mais quand les personnes ont vécu des parcours de domination tout au long de leur vie, comment est-ce que ces personnes peuvent avoir de l'estime pour elles-mêmes? Si chaque fois on leur a dit oui, mais bon, c'est bon, quoi. Hein. Comme disaient certaines sociologues, euh, à une femme, à partir de 10-11 ans, on lui dit, toi, tu arrêtes de penser. Et les garçons, on leur dit, arrête de ressentir, arrête de pleurnicher. Et ça, c'est des constructions sociales, et je crois qu'il faut les déconstruire aussi. Donc, on voit bien que si on veut de l'interculturalité, si on est dans la migration, je crois qu'on doit nous aussi faire une migration dans notre propre vie pour essayer de se dire qu'on peut s'habiter autrement. Et que ça, c'est vraiment de se connaître, de s'apprendre à se connaître autrement, c'est intéressant. Et finalement, c'est de sortir ces préjugés du monde. Alors, il y a Husserl déjà, qui est un philosophe du fin du 19e siècle, qui parlait qui est l'inventeur de la phénoménologie. Et c'est quoi la phénoménologie? C'est de se dire que tout est phénomène, avant même qu'on puisse mettre des mots dessus. Le phénomène, c'est que voilà, je suis en train de parler, vous m'écoutez, on peut dire, on est dans cette salle, ça c'est tous les phénomènes. Et ce qui est toujours intéressant, c'est pour lui, c'est de dire, comment est-ce que je reviens sur moi d'abord, qu'est-ce que j'éprouve là, comment je me situe, pour ensuite dire, mais quel est le regard que je porte? Quand je vous regarde, comment je vous regarde? Est-ce que je suis dans mon discours? Est-ce que je vous regarde vraiment? Vous voyez, c'est toujours de ressentir ces choses et de ces écarts-là. Et pour moi, il y a vraiment l'histoire de l'observation de soi, comment je me comporte, pour essayer de comprendre comment je regarde le monde. Parce que j'ai toujours des lunettes, j'en ai de vraies là, mais on a beaucoup de paires de lunettes, et d'un coup de se dire, mais c'est quoi mes lunettes? Qu'est-ce qu'elles me permettent de voir? Et surtout, ce qu'elles ne me permettent pas de voir. Combien de fois on dit oui, mais c'est un jeune. Ça veut dire quoi ça? Ah, c'est un vieux. Ça veut dire quoi ça? Comme si tous les jeunes. Ouais. Voilà. Les catégories, on sait que c'est utile, mais c'est des préjugés aussi qui nous construisent méchamment. Donc, ce qui est important, c'est de suspendre l'action. Nous, on aime bien être dans le faire. Silence. Faire le silence en soi. Pour juste s'arrêter, essayer de ressentir, se dire je suis où là. François nous a amené un peu dans ces exercices hier, quand il nous a dit levez-vous, etc. C'est vraiment ça, mais vraiment de l'intégrer, d'en faire presque une sorte de réflexe. C'est ouf, ok. D'abord je me pose, je respire un bon coup, voilà, comment je me sens, et maintenant comment je regarde les choses. Et je ne les regarde pas discrètement,
j'observe, je porte mon regard vraiment. Et ça, c'est vraiment essentiel, hein, parce que si je ne sais pas regarder l'autre, ben, je peux pas le connaître, je peux pas aller à sa rencontre, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment l'éthique de la relation qui est là, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et du coup, vraiment, c'est le creuset pour moi de l'interculturalité, hein. C'est, et n'oublions pas qu'en philosophie, ce qui est intéressant, c'est les questions plus que les pratiques. C'est-à-dire que la question amène une autre question, qui amène une autre question, et c'est sans fin. C'est un abîme, et ça, c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir, hein, mais simplement chaque fois se dire, quand j'ai agi, ok, ça a marché, mais qu'est-ce qui a marché? Comment je réfléchis avec ça? Qu'est-ce que je ressens? Et on le sait bien quand on se dit, ah, là, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais on s'en sort parfois. Et après, il y a le temps de l'analyse. Et je crois que c'est des temps importants et vraiment différenciés. Et pour moi, le croisement des savoirs, c'est aussi justement de se dire, même un chercheur, il peut se retrouver, par exemple, des approches anthropologiques, ce que je vous ai décrit là, c'est ce que font les anthropologues, hein. Les anthropologues vous diront, bah oui, c'est mon quotidien. Mais des professionnels bien avertis vont dire, bah oui, c'est aussi mes outils, évidemment. Et c'est vraiment au cœur de la rencontre de soi et des autres. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est vrai qu'il a parlé de défis, mais je pense qu'il a quand même insisté principalement sur le croisement des savoirs. Et je pense que comme une leçon inaugurale à l'entendre, c'est quand même un petit voyage à travers les différentes disciplines. Certainement, certains se sont souvenus un peu de certains philosophes quand ils étaient en terminale par rapport au questionnement. Ouais, le travail social également personnel, je pense que c'est revenu, l'histoire également. Donc, pour vous montrer tout simplement que c'est quelque chose qui est très important dans nos disciplines et dans nos pratiques professionnelles, pour montrer tout simplement, comme il l'a dit, l'importance à travailler en équipe. Et je pense que nous tous qui sommes là, à un certain moment, nous avons eu à intégrer certaines équipes pluridisciplinaires pour montrer que dans ces équipes-là, il y a une façon de les faire fonctionner, mais chacun également participe de façon active à la construction des savoirs. Donc, merci vraiment, Monsieur le Président, pour ce discours qui nous permet également, même en tant qu'enseignants et en tant qu'étudiants présents dans la salle, de nous interroger dans les pratiques professionnelles qui nous attendent. Alors, avant d'aller en pause café, j'aurais aimé, hier ou avant-hier, quelqu'un me demandait est-ce qu'on peut revenir un peu sur les NTS, histoire de connaître un peu ce que nous faisons dans cette école, parce que nous avons plusieurs institutions, voilà, je vois qu'elles sont en train d'acquérir. Et donc, nous avons plusieurs institutions dans cette salle. Nous avons également des facultés, des départements. Et avec M. le directeur, donc, la tournée maintenant, c'est véritablement de nous ouvrir davantage à des partenaires, que ce soit au niveau local, au niveau du sud avec les pays africains, mais également avec des pays du Nord. Pour dire tout simplement que c'est une école qui est là, qui forme pratiquement tous les travailleurs sociaux du Sénégal depuis presque de 20 ans ou 30 ans. Je pense que beaucoup d'Africains sont formés dans cette école-là. Et nous avons juste deux filières, deux cycles. Nous avons un premier cycle, donc qui entre par concours à partir du baccalauréat. Donc nous avons au niveau de ce premier cycle-là, qui est drivé par un chef de département, nous avons des filières et dans chaque filière également, les étudiants font un certain type d'enseignement malgré du moins le tronc commun. Nous avons des étudiants qui se spécialisent sur le travail social communautaire, donc c'est ça l'option, travail social communautaire. D'autres optent pour la filière assistance sociale, donc la première année c'est le tronc commun, donc les spécialisations commencent à partir de la deuxième année. Nous avons aussi d'autres étudiants qui optent pour le travail social, protection des droits de l'enfant, nous avons ici PDE, et une autre filière également qu'on appelle médiation familiale et communautaire, voilà, je peux dire sociale, parce que tellement on n'en a pas de cette semaine. Donc, médiation familiale et communautaire qui est également une filière nouvelle et qui, aujourd'hui, a toute son importance, son posant d'or par rapport à toutes les questions qui se posent en Afrique et dans le monde. Ça, c'est à partir du baccalauréat. Maintenant, nous avons une autre filière travail
c'est des entreprises qui nous envoient leurs professionnels et que nous formions également pour 3 ans. Et maintenant, c'est à partir du baccalauréat. Maintenant, à partir du second cycle, maintenant, c'est-à-dire les étudiants à partir de la licence, et là, ils ont 2 filières. La première filière, c'est formation des formateurs, plus ou moins ce qu'on appelle l'ingénierie de la formation. Et une deuxième filière également qu'on appelle la gestion des services sociaux. Donc voilà les différentes filières que nous avons. Maintenant, pour notre modèle pédagogique, un peu comme chez vous, nous avons un modèle théorique également, nous faisons des cours théoriques, mais également, nous faisons également beaucoup de pratiques dans cette école-là. Nous avons un noyau dur qui met l'accent un peu sur le travail social, mais au-delà du noyau dur également, il y a des outils d'éclairage qui permettent de renforcer un peu les compétences des étudiants par rapport à cette thématique. Donc voilà pour ça. Maintenant, ensuite de cela, au niveau de l'école aussi, nous avons des stages pratiques en la matière et ça permet aux étudiants vraiment de se confronter aux réalités. Nous avons un stage rural et comme son nom l'indique, c'est le fait d'envoyer les étudiants pendant un mois en milieu rural sénégalais, histoire de découvrir quelqu'un qui est né en ville, par exemple, c'est l'occasion pour lui vraiment d'aller dans les contrées les plus loin du Sénégal, après une préparation au niveau de l'école, pour qu'ils puissent comprendre exactement quel est l'esprit qu'il y a dans ce milieu rural-là. Et de la même manière également, nous avons un stage urbain qui dure également un mois. Et là, ça permet aux étudiants de se frotter à toutes les difficultés, tous les problèmes que nous avons au niveau de nos villes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, le taux d'urbanisation est en train de galoper en Afrique et dans notre pays. Ça, c'est le stage urbain. Nous avons également un stage d'analyse institutionnelle qui permet de placer nos étudiants dans le système public ou privé, histoire de voir un peu comment ça fonctionne dans nos structures. Ça nous permet de vivre des réalités professionnelles, de travailler en équipe, de voir un peu comment les pouvoirs sont distribués, les rôles sont distribués, les difficultés également, les conflits qu'il y a. Ils sont vraiment au niveau de l'analyse institutionnelle pour le moment. Nous avons aussi un autre stage qu'on appelle méthode d'accélération. La maths, voilà, méthode accélérée de recette participative. Donc, c'est un peu un stage tambour battant pendant 10 jours qu'on fait dans une localité, mais bien sûr avec l'application de plusieurs outils au niveau de la localité. Et les étudiants sont chaque jour sur le terrain, ils sont répartis en équipe. Donc, vous voyez, le président, ce que vous disiez là, nous les initions déjà à ce travail d'équipe-là, à accepter l'autre, à accepter les critiques et à travailler également avec les communautés. Maintenant, en appliquant beaucoup d'outils, par exemple, le profil historique, donc ça peut être appliqué là-bas. Comment ça va utiliser les transects, les diagrammes, vous voyez. Donc, c'est beaucoup d'outils en tout cas qui sont utilisés et chaque étudiant vraiment se met la main à la pâte sous la supervision d'enseignants. Et chaque jour, on fait des restitutions. Et maintenant, à la fin, ça permet vraiment à la localité d'avoir un plan d'action parce que ça part de la population, ça part des besoins de la population. Et ça se fait avec la coordination des stages que nous avons au niveau de notre école. Nous avons aussi notre stage qui dure 3 mois, qu'on appelle le stage de mise en situation professionnelle. Et là, c'est ceux qui sont en deuxième année qui vont en troisième année, que nous envoyons dans des structures, par exemple du Sénégal, des structures publiques, ou bien au niveau des directions régionales d'action sociale, pour saluer un peu la présence du directeur de la région de Dakar, c'est celui qui vient d'arriver. Donc, ça permet vraiment de comprendre aussi avec des référents qui accompagnent nos étudiants avec la supervision de l'école. Mais depuis quelques années aussi, avec l'appui des autorités, avec nos partenaires, nous prenons les 10 meilleurs étudiants et nous les envoyons à l'extérieur, que ce soit au Maroc, que ce soit au Tchad, au Mali, je ne sais pas, en Gambie, un peu partout, avec nos partenaires, Belgique, France, etc., mais parfois avec les difficultés liées au visa. Maintenant, s'il y a problème de visa, comme les travailleurs sociaux, nous avons plusieurs à nos cordes, rapidement nous les envoyons en Afrique. Donc, il faut dire que certainement vous ferez le plaidoyer au niveau de vos autorités pour faciliter vraiment l'arrivée de nos étudiants. Comme nous serons toujours heureux également d'accueillir vos étudiants. Ça, c'est les stages de 3 mois. Maintenant, en plus de ces stages-là,
Nous avons aussi les séminaires de renforcement de capacité qui se font dans notre école. Donc, c'est des séminaires qui renforcent un peu les compétences des collègues, mais également des étudiants. C'est des thématiques que nous disons assez pertinentes. À l'époque, c'était le sida, c'était le vent, maintenant c'est peut-être le changement climatique, la gestion des migrants, les populations impactées, comment on gère la gestion agroalimentaire. Voilà des thèmes comme ça que sont bien réfléchis et que nous posons. Maintenant, dans nos enseignements, j'ai oublié de dire que c'est théorique et pratique, mais à chaque fois, les enseignants ont la possibilité de faire appel à des experts terrain. Vraiment dans nos enseignements, parce que nous sommes des enseignants, nous animons, nous facilitons, et ça permet à ces experts terrain-là, dans nos classes, vraiment de répondre aux questions de nos étudiants par rapport aux pratiques qui se font. Je donne juste un exemple par rapport à la protection des droits de l'enfant. C'est vrai que ici nous donnons le cours théoriquement, mais à un certain moment, il va falloir appeler les praticiens du terrain pour que nos étudiants comprennent quels sont les mécanismes de prise en charge, de protection qui sont mis en place au niveau commune, au niveau département et au niveau région. Et là, c'est les praticiens qui le disent en montrant les forces et les faiblesses. Et là, ça permet à nos étudiants de voir vraiment sur le terrain d'avoir des facilités. Maintenant, d'autres éléments qui est assez intéressant, qui est mis en place depuis 2019, même si ça cloche un peu quand même, c'est avec l'appui du directeur, nous sommes en train de relancer cela, parce que c'est une forte demande. Il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de pays maintenant qui nous sollicitent, ce qui fait que les collègues sont sur le qui-vive pour relancer cette année la recherche, parce que nous avons au niveau de l'école, vraiment, je parle uniquement que nos deux doyens sont là, M. Aline Boch et M. Sow, vraiment qui nous ont toujours formés dans la recherche, processus de recherche, recherche quantitative, recherche qualitative, recherche historique, recherche évaluative. Vraiment, au niveau national, hein, bon, il y a nos amis du département de sociologie, mais quand même, en matière de recherche, vraiment, nous sommes un peu les grands, les meilleurs, voilà. Ah, voilà. Mais bien sûr, donc, je sais que non, non, j'allais terminer. Pour montrer que c'est tout. Et là, franchement, c'est que nous avons de très belles productions au niveau de notre bibliothèque avec des mémoires sur des thématiques que beaucoup de structures utilisent. Et je pense qu'avec l'ONG Grec, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Maintenant, il y a des laboratoires. Tout à l'heure, Madame le disait, vous allez terminer par là-bas parce que c'est la partie la plus importante. Alors, au niveau de l'école, nous avons des laboratoires de recherche. Et je vais commencer par celui qui est dirigé par le directeur, qui s'appelle, c'est un laboratoire qui s'occupe de la gouvernance communautaire. Alors, c'est de voir au niveau du Sénégal, de l'Afrique, quelles sont les pratiques en matière de gouvernance communautaire. Comment sont structurées nos organisations. Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent. Quels sont le système de mise en place des réseaux. Quelles sont les relations également avec les détenteurs des pouvoirs publics. Donc ça, c'est le directeur qui gère ces laboratoires-là et il continuera de le gérer pour faire des recherches. Ça permet aux étudiants de faire ce travail-là au terrain en collaboration avec des ONG ou des gens qui sont intéressés par une thématique et qui disent, monsieur le directeur, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir cette année sur tel thème parce que notre ONG ou notre projet peut travailler sur ça. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et là, maintenant, on fait le protocole de recherche, tout ce qu'il faut. Et maintenant, c'est exécuté. Donc, et comme Dr. Aïssatou Dianor également, qui est formatrice ici, elle a également un autre laboratoire qui s'occupe de handicap et société. Et là aussi, au niveau de l'école, nous avons pensé à handicap et société, et qui est véritablement un laboratoire très intéressant. Et l'État du Sénégal et PIT nous avait confié sous sa direction l'évaluation d'un filet social. Je pense que le professeur, vous en avez parlé au département de sociologie, la carte d'égalité des chances qui a été évaluée par le laboratoire de handicap et société de l'INTC. Nous sortons de la célébration de la journée internationale. Donc là aussi, tout ce qui concerne les problématiques de handicap sont gérés par ce laboratoire-là. Et il y a également Parfait, qui est coordonné par Madame Lo. Parfait au sens, voilà,
c'est tout ce qui concerne les questions de parentalité, de famille. Et c'est elle qui vraiment travaille sur ça avec les étudiants pour voir en termes d'accompagnement, en termes d'organisation des familles, quel est un peu le rôle des parents. Et elle le fait aussi avec des partenaires d'ici également du Nord. Nous avons également le laboratoire sur la, comment on appelle ça, la promotion de la santé. Voilà, la santé de la reproduction qui est gérée par M. Demba, qui est un peu souffrant. Donc là, c'est toutes les questions relatives à la santé sexuelle et reproductive qui vraiment se posent avec acuité dans notre pays. Et aujourd'hui, dans son laboratoire, il est en train de réfléchir sur des questions pour voir un peu pourquoi il y a des grossesses précoces dans certaines régions et pas d'autres. Vous voyez, pourquoi le sida prend des ampleurs ailleurs et pas ici. Pourquoi la place également, les filles n'ont pas une certaine place au niveau également local. Nous avons aussi un laboratoire sur famille et santé qui est géré également par notre collègue directeur qui s'occupe un peu de tout ce qui contribue au plan de développement des familles cliniques avec la société. Nous avons aussi un laboratoire qui s'occupe un peu des politiques sociales, l'analyse des politiques sociales pour voir. Non, je vais terminer par le laboratoire qui est le meilleur. Oui, donc c'est l'analyse des politiques publiques qui s'occupe un peu de voir en termes de conception des politiques publiques comment ça qui est géré par notre collègue Babacar Ndiaye, qui est votre étudiant au niveau de l'université de Soukoudiné. Donc je pense que ces profs sont là. Ça aussi c'est un laboratoire qui est là. Nous avons aussi un laboratoire qui s'occupe un peu de développement durable pour voir un peu les questions d'environnement. Quel est l'impact un peu de cet environnement dans tout ce que nous faisons en termes d'impact positif ou négatif et qui est géré également par Mourad. Je pense que voilà les laboratoires que nous avons. Et maintenant, le dernier, c'est vraiment le laboratoire voilà, qui porte sur migration, coopération et développement que je gère avec Mme Arabasal de la Scolarité et notre ancien directeur. Donc, c'est tout ce qui contribue à avoir tout ce qui est relatif aux questions migratoires, mais également les questions de coopération. Je pense que Dr. Marie-Far est là. Les questions de coopération bilatérale, multilatérale. Hein? Migration, oui. Non, voilà. Il y a un deuxième laboratoire qui est vraiment très, très, très important. Oui. Très important même parce que, non, c'est sérieux, c'est un laboratoire de médiation. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de conflits, d'abord interfamiliaux, des conflits internes, des conflits internationaux. Et dans ce laboratoire-là, vraiment, on est en train de voir toutes les formes de résolution de conflits au niveau peut-être conceptuel. Mais ce qui est intéressant quand même, que le laboratoire a fait, je parle sous le contrôle de M. Bout, qui est membre de ce laboratoire, et on avait entamé un projet avec les Belges qui s'appelle Media Lab. C'est de voir en termes de médiation professionnelle au Nord, quels sont ce que vous utilisez comme mécanisme pour assurer la médiation dans vos pays. Maintenant, nous, on a voulu tout simplement partager les formes de médiation endogènes. C'est-à-dire quelles sont les formes de médiation qui sont pratiquées, c'est les Diola, c'est les Poulards, et puis aujourd'hui a permis au Sénégal de régler énormément de choses. On a dit qu'il faut que cette expérience-là soit profitable à nos amis du Nord. Donc voilà un peu les différents laboratoires que nous avons. Et je sais que ça, c'est au niveau de l'école. J'ai oublié également de parler de l'organigramme. C'est important. Nous avons un directeur des études, des chefs de département qui sont là. Donc voilà pour la présentation. Mais comme le protocole est là, j'aurais aimé quand même, avant qu'on parte en pause café, vraiment donner la parole au chef de département de sociologie. C'est eux qui nous envoient les meilleurs étudiants au niveau de cette école. Vraiment, et je pense que nous allons continuer la collaboration avec le département de sociologie. Nous allons quand même donner la parole pour quelques mots. Et nous allons également donner à Rosalie vraiment la parole. On va vraiment vous donner la parole. Comme vous avez commencé à recruter des travailleurs sociaux. Maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose ici, vous serez invité. Voilà, c'est bien. Merci, professeur. Bonjour, chers collègues, monsieur le président, monsieur le directeur, chers étudiants, chers collègues.
chers invités. Bon, je ne m'étais pas préparé à prendre la parole, mais c'est toujours un plaisir quand même de partager dans ces moments-là qui sont importants pour nos communautés, nos institutions, en fait, et pour notre recherche. Je voulais juste vous dire que ça fait un peu plus de 20 ans, 2001, qu'on avait déjà entamé une collaboration avec l'INTSS. À l'époque, il y avait le doyen Koulibaly. Nous, on était déjà étudiants encore en DIA et on devait participer aux évaluations participatives de la pauvreté. Donc, moi, j'étais au département de sociologie, mais j'étais aussi dans une organisation qui était recrutée pour effectuer ces évaluations-là en milieu rural sénégalais. On était désemparés parce qu'on avait beaucoup de villages à faire à Linguère 122. Et dans une démarche participative, comme je savais qu'à l'INTSS, ils maîtrisaient le terrain, ils avaient ces fameux stages-là, je suis venu mobiliser les étudiants. Donc, on s'est fait des amis ici, qui sont devenus maintenant, qui sont là dans un peu l'appareil d'État, qui gèrent des responsabilités sur des questions sociales, etc. Donc, ce que vous disiez, prof, sur la qualité de la formation, nous le savons. Et nous savons aussi, nous croyons que les problématiques qui se posent à nos communautés, à nos États, sur la question de la sécurité, de la protection sociale, des politiques publiques, tout cela, nous devons l'aborder ensemble. Donc, nous avons des formations qui se complètent, nous avons des profils qui se complètent, et nous avons aussi la même ambition, les mêmes envies de bien faire et de jouer notre rôle dans le service à la société et à la communauté. Et ça, c'est important. Je pense que nous sommes ouverts à la collaboration, parce que la collaboration aussi, souvent, on oublie celui qui est à côté. Et c'est important de travailler avec ceux qui sont proches. Et moi, je pense que c'est l'occasion, dans ce type de rencontre, que nous saluons. Nous félicitons même toutes les parties prenantes, parce que aussi, c'est des collaborations qui sont difficiles à monter, mais qui sont essentielles pour parvenir au progrès économique et social de nos communautés, à la protection sociale, à l'accompagnement des personnes les plus vulnérables, hein, etc. Bon, dans mon parcours professionnel, parce que moi je suis arrivé tardivement à l'université, j'étais dans aussi l'expertise environnementale et sociale. Et j'ai rencontré beaucoup de travailleurs sociaux dans la mise en œuvre des évaluations environnementales et sociales. C'est eux qui gèrent les mécanismes de gestion des plaintes, c'est eux qui accompagnent les communautés dans les projets communautaires, dans les réponses aux difficultés que créent les politiques de développement et les grands projets. Aujourd'hui, nos villes sont traversées par de grands projets d'infrastructure, des projets de développement qui ont des incidences sévères, quelquefois, sur les communautés qui sont déjà fragiles. Donc, nous sommes complètement ouverts, d'autant plus qu'on a maintenant des échanges d'enseignants et d'étudiants. Donc, cette famille-là, il faut qu'on la consolide et il faut qu'on la consolide aussi avec les partenaires du Sud et du Nord. Donc, nous sommes complètement d'accord et nous vous félicitons pour la proposition et espérons qu'on ira vers vraiment des lendemains meilleurs pour un travail social intéressant et aussi une recherche portée par ce qu'on vit tous les jours. Vraiment. Merci. Merci, M. Gad. Je pense que vraiment vous avez raison, cette collaboration va continuer et on fera tout quand même pour maintenir le cap avec le département de Toulouse. Voilà, maintenant je donne la parole à Rosalie pour quelques mots au nom de l'ONG Graine, qui est une ONG quand même qui est dirigée par M. Alassane Faye, que vous connaissez, qui fait partie des membres fondateurs de l'État Intermonde, qui a géré même le PAP
le programme africain de formation au niveau de l'Afrique, mais également des Caraïbes. Merci. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Mo. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je m'appelle Rosalie Diabetti, je suis la coordinatrice administrative et technique de l'ONG PRES, qui est, comme vous l'avez dit, dirigée par le secrétaire exécutif, M. Alassane Souleymane Faye, qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. L'ONG GREN, c'est une structure, pour ceux qui ne le savent pas, ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une structure qui accompagne les mouvements de femmes, qui militent beaucoup pour les droits humains, mais particulièrement pour les droits des femmes. Et cela passe par des formations que nous offrons aux femmes, des formations en leadership, en droits humains, mais aussi en économie sociale et solidaire et en écoféminisme. À côté, nous donnons également des ateliers en masculinité positive pour que les hommes puissent accompagner les femmes, les mamans, les sœurs dans les foyers et que voilà, nos femmes soient vraiment autonomes au Sénégal et que nous soyons tous développés. Parce que le développement, on le dit, ça passe d'abord par les femmes. C'est pas que je suis féministe, hein, je le dis pour le bien de tous, de tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Donc, je suis très honorée d'être ici, que nous sommes très honorés en tant qu'ONG GREN de faire partie de cette collaboration qui est si riche. Bien vrai que nous avons pris le train en marche, nous avons, je pense que c'est en février que la collaboration est née. Et j'espère que cela va continuer entre nos différentes structures, entre l'université, le département de sociologie, le NTSS. Et là, on a vraiment commencé parce que on est en train d'envisager des stages pour des étudiants. Et d'ailleurs, hier, j'ai en parlé à quelques étudiants qui m'ont approché pour me demander comment ils peuvent intégrer le SGN et vous dire en même temps que le SGN est là pour tout le monde, surtout pour les étudiants, parce que moi, je ne sais pas, je suis étudiante en droit des affaires, en master 1. Et c'est l'ONG GREN, je dirais, qui m'a bercée, qui m'a permis de grandir, de mûrir et aussi d'avoir cette expérience professionnelle pour m'accomplir, je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, nous ouvrons nos portes et nous ouvrons également nos portes à tous les acteurs, tous les partenaires de l'EFRI. Et j'espère que cette collaboration sera vraiment fructueuse. Et pour nous, Sénégalais, pour le Sénégal, que cela nous permettra de construire une société plus juste et équitable. Voilà, merci. Merci. Oui. Moi, je propose d'applaudir la deuxième fois Rosalie parce que c'est son jour d'anniversaire. Joyeux anniversaire, donc, madame. Maintenant, merci Rosalie. Je pense que la collaboration doit continuer avec l'appui d'Alassane. Nous avons des étudiants avec des filières donc, assez précises, en collaboration avec la coordination des stages. Nous allons vraiment, avec le département aussi, proposer des étudiants. Et je sais que pour le recrutement déjà, on avait proposé quelques-uns par rapport au programme. Donc, on a fait connaissance de la réussite. En tout cas, merci à tout le monde. On va se retrouver tout de suite pour la plénière, mais la pause café, c'est dans notre hôtel qui est juste en bas. Vous voyez, ça fait un peu de descente et on va remonter pour le retrouver en plénière. Merci, monsieur le directeur. Merci à l'équipe pédagogique. On va